Donc, encore bonjour bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce 27e rendez-vous de la COP éducative Brésil. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Livia Ecar, qui est professeure de français au CAP UERJ, donc de Rio, et vice-présidente de l'Association des professeurs de français de Rio, qui va nous parler des activités ludiques à travers les arts plastiques, l'enseignement du FLE au jeune public. Donc, juste avant de laisser la parole à Livia, je tiens à vous rappeler que pour celles et ceux qui ont demandé un certificat, il est nécessaire de garder votre caméra allumée du début jusqu'à la fin du webinaire. Vous devez également indiquer votre nom et prénom. À la fin du webinaire, un code secret vous sera délivré sur le chat, donc soyez attentifs puisque ce code secret sera nécessaire à indiquer dans l'enquête de satisfaction. Dont le lien vous sera envoyé à la fin du webinaire et ça fait partie des conditions pour l'obtention du certificat. En termes du webinaire, comme d'habitude, le webinaire durera en moyenne 40 minutes, 45 minutes, 50 minutes et un temps d'échange sera consacré à la fin pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas tout au long de l'intervention de Livia à poser vos questions sur le chat. Les 3 animateurs IF-Prof qui sont ici présents et moi, nous recenserons ces questions et les poserons directement à Livia qui pourra y répondre. Ce webinaire s'inscrit dans Meu Festival Zinho, qui est un festival de littérature jeunesse qui est totalement en ligne cette année. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les 2 précédents webinaires qui s'inscrivaient également dans ce festival. Si vous voulez les visionner de nouveau, vous pouvez aller sur IF-Prof Brésil et sur notre page YouTube qui vous permettra de les voir. Je crois que j'ai fait le tour et que j'ai abordé les points de cette introduction. Donc, je vais laisser la parole à Livia, que je remercie encore d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Marjorie et à toute l'équipe d'IF Prof Brésil de m'avoir invité à participer de cet webinaire. Je suis très ravie de vous rejoindre, principalement à l'occasion de meu festivalzinho. Et je m'excuse parce que il était tout silencieux à la maison et depuis 3 minutes, il y a quelqu'un qui a commencé à faire une construction à côté. Donc, je suis vraiment désolée. Je vais essayer de parler super près du micro pour voir si ça ne va pas trop vous déranger. Mais bon, désolée, vraiment. On vous entend bien, Livia. Ouais, pas de problème. Ne t'inquiète pas, Livia, c'est le télétravail. Ouais. On est habitué. Ouais. Et bon, aujourd'hui, j'ai choisi de parler sur de l'inclusion des arts plastiques dans les activités ludiques du cours de FLE. Et je sais qu'en ces moments, peut-être, quelque chose que je vais vous montrer ne sera pas très utile parce que on fait le télétravail, donc c'est un peu différent. Mais quand même, j'ai décidé de faire comme ça. La première raison, c'est parce que, je ne sais pas vous, mais moi, je suis déjà un peu trop fatiguée de parler tout le temps de télétravail et de comment on fait pour travailler chez nous et de la classe virtuelle. Je sais qu'en ce moment, c'est hyper important, mais quand même, je suis déjà un peu fatiguée. Donc, j'ai décidé de parler un peu d'autres choses pour se détendre un peu. Et aussi parce que là, je vais vous donner quelques idées. C'est ça mon but, de vous faire penser, de vous faire réfléchir à cette inclusion des arts plastiques et à comment les utiliser dans les cours. Et ce n'est pas mon but de vous donner des exemples tout près. Bien sûr que je vais vous montrer des exemples, mais c'est pour instiguer votre créativité. OK? Là, je vais donc commencer mon partage d'écran, mais avant, je voulais savoir un peu si vous travaillez avec les jeunes publics, si oui, sinon, quelle est votre tranche d'âge? J'aimerais bien savoir votre motivation pour être là. Vous pouvez parler sur le micro, hein, c'est pas grave. Vous pouvez Bonjour, venir, s'il vous plaît. Bonjour, Ivanette. Moi, je travaille, je suis la coordinatrice d'une école bilingue à Macapá. Et nous travaillons avec le primaire. Ce sont des enfants de 6, 11, 12, 13 ans. Et bon, je participe à ces webinaires parce que je sais que ce thème il est important pour nous. Ça peut nous apporter des réponses pour notre travail. Et donc, je suis très motivée à participer à ce moment.
Merci. J'espère que je puisse vous aider. Hein. Il y a quelques réponses sur le chat, Livia aussi. Donc, Suze, il travaille avec des étudiants des lettres. Et Milena qui travaille avec les ados entre 14 et 16 ans. OK. Là, c'est une bonne chose. Ça me fait penser pour les étudiants de lettres. Je ne sais pas chez vous, mais ici, malheureusement, à Rio, on a 3 facultés, 3 universités en ce moment qui forment les futurs professeurs de français, mais aucune d'entre elles travaille de comment enseigner le français au jeune public. Alors, c'est vraiment un problème quand les récents profs entre dans une école, se voit dans les marchés de travail, il doit travailler avec les petits ou même les ados. C'est beaucoup différent de travailler avec les adultes. Donc, j'espère que même pour ces personnes qui travaillent avec les adultes, mais qui forment des professeurs, alors des futurs professeurs, puissent réfléchir à cette pratique et mettre ça dans les classes. C'est minimum une très bonne discussion, même si ce n'est pas toute matière. La minimale discussion, c'est déjà bien. Il y a eu également Mylène sur le chat qui nous signale qu'elle travaille avec des adolescents entre 14 et 16 ans. Raquel qui dit qu'elle est coordinatrice de l'Alliance française du Paraguay, qu'à l'Alliance française, il y a des classes d'enfants et d'adolescents à partir de 7 ans jusqu'à 15 ans. Et Raquel nous signale qu'elle aimerait offrir plus d'ateliers et d'activités ludiques à ces jeunes apprenants. Bon, comme vous le savez déjà, ce que je veux parler aujourd'hui, c'est sur les activités ludiques à travers les arts plastiques. Alors, ce sont déjà 2 thématiques un peu différentes, si on peut dire comme ça, parce que normalement, si on travaille avec les adultes, on est habitué à faire des activités ludiques, mais pas exactement comme il faut pour les ados et pour les enfants. Et en plus, donc je vais parler un peu de ça. Pourquoi introduire les activités ludiques dans les cours? Ce n'est pas une perte de temps. C'est vraiment important de le faire. On va en discuter. Et aussi à travers les arts plastiques. Là, j'ai décidé de faire un peu une chose de différent parce que il y a pas mal quand même de personnes qui parlent des activités ludiques. Et là, ce sont des expériences que moi, j'ai déjà fait, j'ai déjà utilisées avec mes étudiants. Enfants, adolescents, ça a très, très bien marché. Et c'est pour ça que je veux bien partager avec vous. Et bon, c'est ça. Et alors, pour commencer, j'aimerais faire encore une autre question. On parle de l'enfance et de ses symboles, ok? Alors, quand vous pensez à l'enfant ou quand vous pensez à l'enfance, vous pensez à quoi? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Ça peut être une phrase, ça peut être un jeu, ça peut être un comportement, un sentiment, ce que vous voulez. Hein. Alors, je vois là les chats maintenant. Les 5 sens, joie, innocence, créative, curiosité. Souvenir, dynamique. Oui, c'est très bien. Et c'est curieux qu'aucun d'entre vous a cité les jeux. Non, il y a quelqu'un qui a cité le jeu. Jouer. OK, alors c'est déjà bien. De l'énergie, oui, beaucoup d'énergie, c'est vrai. Et voilà. Et là, je vous demande, comment est-ce qu'on pourrait intégrer tout ça qu'on vient de parler dans une salle de classe de FLE? C'est possible. Ce n'est pas possible parce que j'ai déjà eu d'autres réponses et je suis très contente que là d'entre vous, vous avez parlé de joie, d'innocence, des 5 sens. Ça, c'est super important. La curiosité aussi. Parce que normalement, ce que j'ai comme réponse, c'est ça. Alors là, j'ai décidé de faire une image. Alors, vous pouvez bien voir qui, normalement, les personnes ne parlent qu'au jeu. Comme si l'enfant, il n'était pas capable de faire d'autres choses. Alors, la même question, je vous pose pour l'adolescence. Qu'est-ce que vous pensez
quand vous pensez à l'adolescent, à l'adolescence? Alors là, on dit éveil, découverte, La crise. Oui, c'est une très bonne réponse. S'amuser. Ah, j'adore. Vous êtes hyper créative parce que comme vous allez voir, normalement, ce que j'ai comme réponse, c'est ça. École, étudier, maquillage, téléphone portable, Internet, jeux vidéo, des choses comme ça. Ou être dans sa chambre tout seul, isolement, des choses comme ça. Donc, ça me fait vraiment penser, en ces moments, je fais mon doctorat et je travaille les représentations des adolescents dans les méthodes de français. Et ça me fait réfléchir quand je vous pose ces questions-là. À quoi vous pensez, qu'est-ce que vous pensez quand vous pensez adolescent, à adolescence? Et c'est la même question que je me pose quand je regarde les méthodes pour les ados. Parce que qu'est-ce que les auteurs ils pensaient au moment qu'ils ont créé, qu'ils ont élaboré cette méthode-là? Et c'est pour ça, bon, j'ai beaucoup de critiques, vous imaginez, je crois, mais c'est pour ça justement que j'aime beaucoup laisser les activités ludiques faire partie de mes cours. J'introduis toujours, hors méthode, des activités différentes et de possibilités de s'exprimer. Parce que les Français, les FLE, pour nous, ce n'est pas notre langue maternelle, il faut bien penser qu'il a 3 dimensions. Alors, qu'est-ce que c'est le français langue étrangère pour nos étudiants, pour nos enfants, pour nos adolescents? Bon, la première chose, c'est le moment de socialiser. Ils vont connaître de nouvelles personnes, ils vont parler dans une autre langue, ils vont s'exprimer dans une autre langue que ce n'est pas la tienne. C'est aussi un moment de développer la conscience métalinguistique parce que, bon, ces jeunes, les enfants et les ados, ils sont encore en formation, en développement. Donc, c'est en étudiant le français, ils commencent, même qui pas rationnellement, ils commencent à réfléchir sur la langue maternelle, sur les fonctionnements des langues. Et ça va les aider, bien sûr, avec le portugais ou la langue materne que ce soit. Et bien sûr, c'est le moment de développer les compétences communicatives, très importantes principalement pour les adolescents en ces moments, qui peut-être, qui normalement sont hyper timides, ils ne veulent pas beaucoup socialiser, ils ne veulent pas beaucoup parler, ils ont honte, et c'est vraiment difficile. Donc, c'est ça la classe des langues étrangères, c'est un moment de développement et de socialisation. Et c'est pour ça que c'est important à nous de penser notre cours autrement. Et comment on va faire pour penser les cours autrement? Ce que j'aime bien, c'est penser à cette idée de langue corporalisée. Alors, Olivia, qu'est-ce que c'est une langue corporalisée? Bon, la langue, premièrement, on ne parle pas qu'avec la bouche. Vous voyez, moi là, en ce moment, je bouge les mains, je bouge mon corps. Ce sont les expressions sur les visages. Il y a beaucoup de choses engagées au moment qu'on parle une langue étrangère ou notre langue. Il faut prendre ça et apporter dans notre salle de classe parce que Brooke, il fait une citation super intéressante que j'aime bien toujours quand j'ai l'opportunité de partager. Il dit que ce qui bloque le plus le monde aujourd'hui, c'est la langue. Il ne faut donc pas commencer avec la parole, les idées, mais avec les corps. Les corps libres est les premiers pas. Et à partir de cette phrase, j'ai déjà beaucoup réfléchi et j'ai déjà fait beaucoup d'expériences avec des petits enfants de 3 ans, des enfants de 7, 8 ans, des ados, des adultes. Et c'est ça. Essayez quand vous pouvez. Si vous avez une classe qui n'est pas très motivée, essayez de faire quelque chose de différent. Essayez de faire quelque chose corporel. Vous allez voir que ça va aider, ça va débloquer la parole et ils vont commencer à participer mieux.
il y a aussi, il y a aussi cette citation de Kishimoto. Kishimoto, c'est une professeure à l'Université de São Paulo. Elle travaille principalement, elle étudie les enfants, l'enseignement aux enfants, l'éducation infantile, en fait. Et elle dit que bien que l'action de jouer avec des sons, avec de la musique, avec des gestes, soit si significative et agréable pour les enfants, elle est très peu utilisée par les institutions scolaires pour des raisons certainement liées à la formation et à la culture didactique des enseignants. C'est un peu ça que je vous ai parlé autrement, quand je vous ai dit que malheureusement, les universités, au moins ici à Rio et celles que je connais à São Paulo, à Minas Gerais, elles n'ont pas une formation qui vise l'enseignement au jeune public. Et je sais que peut-être que ça nous fait un peu peur, mais c'est ça mon intention aujourd'hui. Mon but, c'est de vous montrer que ce n'est pas un monstre, que ce n'est pas difficile. Il faut juste s'habituer à faire autrement. Bon, et quand on parle des enfants, des adolescents et des salles de classe, la première chose qui me vient à l'esprit, ce sont les langages multiples. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec cette expression, mais c'est la combinaison de tous les langages qui, les êtres humains, on a normalement, naturellement. On n'a pas besoin de faire des efforts pour faire ça. Par exemple, on a la langue qu'on parle. On a les langages corporels, ce qu'on peut faire avec notre corps, comment on peut s'exprimer avec notre corps. Par exemple, quand je suis contente, je souris. Quand je suis triste, mon visage, il est aussi triste. C'est ça le langage corporel. Les langages visuels, par exemple, la mime, ça fait aussi partie du langage corporel. Les langages théâtrales, là, dans tous les sens du théâtre, dans les pratiques théâtrales de manière générale. La danse, les langages musicaux et beaucoup d'autres possibilités que je n'ai pas eu l'opportunité de mettre ici. Mais c'est ça qu'il faut penser, que dans notre salle de classe, la langue est toujours au milieu. Elle, bien sûr, est au centre, ce qui est le plus important. Mais il ne faut pas laisser de côté tous ces autres langages qu'on a naturellement. On peut les utiliser pour nous aider dans la classe. Et quand on parle de langage multiple, je parle aussi un peu de jeu et de jouer, mais pas dans le sens littéraire, mais dans le sens de faire différemment, de faire une chose d'une autre manière. Parce que par définition, comme vous voyez, les latins ludus signifie aussi bien plaisir, plaisanterie qu'école. Et en grec, scola signifie bien entendu, école, mais aussi loisir. On a un même mot, on avait en fait en latin et en grec un même mot pour parler des choses complètement différentes. Alors, c'est pour ça que je me demande pourquoi aujourd'hui, nous, on considère que l'école et les jeux, ce sont des choses complètement différentes. Pourquoi on ne peut pas s'amuser à l'école? Pourquoi on ne peut pas plaisanter? Pourquoi ça ne peut pas être un moment de loisir si avant, c'était la même chose? Pourquoi on a tellement changé notre conception d'enseignement, d'école et d'apprentissage? C'est triste, à mon avis, et j'espère que ça vous fasse réfléchir un peu. Mais de toute façon, il faut savoir que les jeux, il est très important pour nos étudiants, n'importe quel âge, parce qu'il a trois caractéristiques très importantes. Les jeux, il est un vecteur d'apprentissage. Ça veut dire que c'est par les jeux que l'on apprend. Bien sûr, vous avez déjà entendu parler, les enfants apprennent en jouant. On dit beaucoup ça. Je ne sais pas si partout dans le monde, mais au moins ici au Brésil, on dit beaucoup ça. Et ce n'est pas que les enfants, tout le monde apprend en jouant.
Les jeux, il est aussi les contextes de l'apprentissage parce que c'est dans le jeu que l'on apprend. Alors, c'est par le jeu, c'est dans le jeu et c'est aussi autour du jeu parce qu'il est une condition favorable à l'apprentissage. Parce que on va commencer par le corps, qui c'est une chose hyper importante. On ne va pas commencer par la parole. Et aussi parce qu'on va offrir à nos étudiants l'opportunité d'apprendre de manière différente. Parce que j'imagine que vous le savez bien, chaque personne a une manière d'apprendre. Chaque personne apprend d'une manière différente. Il y a des personnes qui sont très visuelles, il y a des personnes qui sont très orales, il y a des personnes qui sont très gestuelles. Et ce sont des manières différentes d'apprendre. On va parler de ça tout à l'heure. Mais bon, juste pour vous donner une idée, le jeu, il permet à la personne d'entraîner l'organisme, d'entraîner notre corps à mémoriser les choses, à transposer une forme de langage dans une autre. Alors, je peux transposer le langage corporel en langue. C'est utile pour choisir et utiliser des abstractions, des principes et des règles. Ça est spécialement très important pour les enfants. Aussi, nous permet d'analyser et de structurer, de commencer à faire des structures dans notre tête, acquérir un jugement critique, transférer, et c'est tout. Donc, ce n'est pas inutile, vous voyez, de jouer avec les étudiants. Si c'est les enfants, si ce sont les ados, c'est peut-être un peu plus normal, j'aime pas trop ces mots, mais c'est un peu ça, de jouer en classe, mais même avec les adultes, hein, c'est vraiment très important. J'ai déjà donné des classes à des adultes de 3e âge, alors ils avaient, c'était une classe entièrement féminine, elles avaient plus de 60 ans, 70 ans en moyenne, et elles adoraient jouer. Au début, elles me regardaient et je crois qu'elles pensaient, qu'est-ce que cette jeune femme, elle fait là avec moi? Oh là là, mon Dieu. Mais après, elles aimaient vraiment jouer. Et c'est juste les habituer à une nouvelle façon d'apprendre. Principalement les adultes, parce qu'ils ont eu toute une autre formation, une manière de participer à l'école. Elle est rigide aujourd'hui, mais imaginez avant, c'était beaucoup plus rigide. Même dans notre époque, c'était déjà différent. Donc, il faut penser à ça et habituer les personnes à faire des choses différentes. Parce que je crois que vous connaissez déjà cette théorie des Gardner. Il parle des intelligences multiples. Je ne veux pas mettre beaucoup de temps à vous parler de ça. Vous pouvez facilement mettre sur Google et chercher beaucoup d'informations. Sinon, vous pouvez m'écrire et je vous envoie quand même de petits textes, des choses pour vous aider. Mais bon, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de dire que Gardner, il a fait une étude et il a réalisé que les personnes, elles ont des manières différentes d'apprendre. Et comme ça, il a découvert, il a classifié l'intelligence en 9 tranches. Là, il y en a que 8, mais maintenant, ce sont déjà 9 parce qu'il a déjà actualisé sa recherche. Et bon, comment je peux utiliser ça dans ma classe de français? Pourquoi ça m'est utile? Parce qu'il faut penser qu'il y a des personnes qui ont l'intelligence logico-mathématique. Alors, ça veut dire que ce sont des personnes qui raisonnent très facilement. Ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup de difficultés de comprendre, par exemple, ce que j'ai dit et de les transposer par écrit ou de réfléchir soi-même. Moi, je n'ai pas du tout cette intelligence-là. Parce que pour moi, c'est trop difficile d'entendre des cours à l'époque de la faculté, par exemple.
des cours qui étaient lourds, qui étaient avec beaucoup d'informations. Ça m'était trop difficile parce que où j'écrivais, où je notais ce que les profs disaient, où je faisais attention. À moi, c'était trop difficile de faire les deux. Il y a aussi les personnes qui ont l'intelligence visuo-spatiale. Ce sont des personnes qui réussissent à se... Comment je peux expliquer? À s'intégrer dans l'espace. Elles ont cette notion d'espace. Par exemple, elles peuvent imaginer des choses en 3D, en 4D. Elles peuvent penser à une chose et l'imaginer de tous les côtés, par exemple. Il y a aussi l'intelligence linguistique. Ce sont les personnes plus douées aux langues, au langage, qui ont de facilité avec la parole et d'exprimer et de comprendre l'expression. Il y a des personnes qui sont naturalistes. Ça veut dire que c'est à partir de la nature et principalement de l'expérimentation qu'elle va apprendre. Alors, il faut faire pour apprendre. Écouter, ce n'est pas suffisant. Il y a des personnes musicales qui vont voir du rythme, qui vont, par exemple, peut-être vous avez fait ça aussi, moi j'ai fait quand j'étais adolescente, de créer des musiques pour me rappeler, pour mémoriser les formules dans la classe de chimie, par exemple. Je faisais des trucs comme ça. Il y a des personnes qui ont l'intelligence kinesthésique, ça veut dire ce sont les personnes qui s'expriment facilement avec le corps. Alors, ce sont les personnes qui regardent et on voit par les visages qu'il y a quelque chose de différent. Ce sont les personnes qui réussissent, par exemple, les joueurs de football, qui peuvent jouer avec les ballons dans toutes les directions, avec des forces différentes, dans une seconde. Ça, c'est aussi l'intelligence kinesthésique. L'intelligence intrapersonnelle, ça veut dire les personnes qui connaissent à soi-même. Et il faut de l'autoréflexion pour apprendre. Donc, elle va aller à la classe, elle va faire les exercices, mais après, il faut un moment de réflexion toute seule, en réfléchissant et en pensant pour savoir comment vraiment apprendre ça, ce qu'elle a appris. Et pour finir, il y a l'intelligence interpersonnelle, qui ce sont les personnes qui ont de l'empathie avec l'autre. Ce sont les personnes qui apprennent en aidant, qui apprennent en expliquant. Par exemple, nous, les professeurs, on a beaucoup d'intelligence interpersonnelle parce que d'abord, on apprend en apprenant. Donc, au moment qu'on enseigne, on apprend. Et aussi parce qu'on a je ne sais pas comment on dit en français, les feelings, pour voir comment, pour regarder l'élève et voir qu'il ne comprend pas, et voir qu'il a une doute, des choses comme ça. Et comme je vous ai dit, il y a la 9e intelligence, c'est l'intelligence spiritualiste. Mais là, je n'ai pas encore beaucoup d'informations, donc je ne veux pas vous parler parce que je ne veux pas parler de bêtises. Et bon, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a toutes ces intelligences-là. Et il y a eu un moment que j'ai dit, moi, je n'ai pas du tout cette intelligence. C'était la logico-mathématique. Mais en fait, ça, ce n'est pas vrai. Tout le monde a toutes les intelligences dans des combinaisons différentes. Alors, par exemple, mon intelligence linguistique est beaucoup plus développée que celle logico-mathématique, mais je l'ai quand même. Il faut penser à ça, que tout le monde va apprendre, que tout le monde va comprendre, mais on peut aider la personne, les étudiants, à apprendre d'une manière plus efficace. Et comment je fais ça? En variant, en ne faisant pas toujours la même chose. Parce que si on est toujours dans les mêmes rythmes, si on toujours lit un texte ou regarde une image ou regarde une vidéo et on fait des questions sur ça et on s'interroge sur les questions grammaticales, ça, ce n'est pas donner l'opportunité à tout le monde d'apprendre de la même manière. Il faut faire de manières différentes.
Et bon, et c'est ça, c'est à partir de la réflexion, de l'utilisation des langages multiples, de l'intelligence multiple ou plurielle et de la langue que je vais vous montrer aujourd'hui quelques idées, quelque chose que j'ai déjà fait avec mes étudiants et qui ont bien marché. J'ai réfléchi sur ces trois choses-là, les langages multiples, l'enseignement d'une langue et les intelligences plurielles, ça fait déjà longtemps, parce que c'est depuis mon master que j'ai fait des recherches sur cette thématique, mais bien sûr que je suis toujours une apprenante. Donc, si vous avez des idées, s'il vous plaît, écrivez-moi, laisse-moi savoir, ça va beaucoup m'aider aussi, ok? Alors, si dans un moment donné où je vous montre une activité, vous avez eu une idée, n'hésitez pas à écrire sur le chat et après on peut en discuter. Bon, et là, on va enfin entrer dans le thème de l'art comme instrument de développement des compétences de production orale et écrite. Bon, aujourd'hui, j'ai choisi de parler de production et pas de compréhension, parce que je crois que quand on parle des enfants et des adolescents, parler de la compréhension, c'est plus facile. Et les défis, c'est justement de faire parler, faire écrire, c'est toujours le plus difficile. Et c'est pour ça que j'ai choisi certaines activités. Bon, je commence en vous montrant que la culture contemporaine qu'on a en ce moment chez nous, elle a plusieurs éléments ludiques. Et c'est pour ça que c'est si simple, c'est si facile de l'intégrer en salle de classe. Ce n'est pas si difficile comme on imagine, parce que c'est naturel, on voit à tout moment. La première chose que je vais vous montrer, c'est les rapports entre les jeux et la danse. Je crois que tout le monde a déjà entendu parler, sinon a déjà vu au moins un extrait de cette présentation de la mort du cygne. Mais quand même, je vais vous montrer une toute petite partie pour justifier la présentation que je vous montrerai après. Alors, je vais mettre la vidéo. Si ça ne marche pas, si vous n'entendez pas, vous me signalez, s'il vous plaît. Vous entendez bien? Oui. C'est hyper beau, je sais, on a envie de tout voir, mais je vais couper pour réfléchir un peu. Ok, Livia, c'est hyper joli, mais là, c'est trop classe. C'est trop pour mes étudiants. Si je mets ça des adolescents, ils vont rigoler, ils ne vont pas aimer, ils ne vont pas faire attention. C'est pas grave. On peut essayer d'une autre manière. C'est ça que je vous montre aujourd'hui. C'est une autre lecture de la mort du cygne, présentée par John Lennon da Silva. Próximo, por favor. Boa noite. Boa noite. Como é o seu nome, por favor? John Lennon da Silva. John Lennon. Como? John Lennon da Silva. Acho que eu já ouvi esse nome em alguma parte. Você é famoso, amigo do Paul, É? do Ringo. Nome de artista eu já tenho, agora a questão, eu quero sim ser artista e vim aqui propriamente por isso, entendeu? Para mostrar o que eu sei. A dança na minha vida significa muita coisa. Meu sonho mesmo dentro da dança é viajar pelo mundo, fazer algumas turnês e ser conhecido. Você veio aqui dançar? Vim dançar. Assim? Assim mesmo. Qual que é a ideia disso? Essa é uma roupa que eu visto no meu cotidiano
E o que tem a ver mesmo é a minha interpretação, que eu vou dançar uma trilha que é a Morte do Cisne, com a minha interpretação do popping. Eu espero que a sua interpretação seja muito boa, porque o figurino eu achei nada a ver. Vou levar para o palco todas as minhas possibilidades que tenho, todos os olhares que aprendi e ainda estou aprendendo, e toda a minha garra e todo o meu sonho também. Você conhece a versão original da Morte do Cisne? Então, eu venho trabalhando há pouco tempo nisso, que no projeto vocacional, no programa vocacional que eu faço aula, os organizadores me mostraram essa música com essa proposta mesmo para mim fazer uma reinterpretação no meu estilo. É uma coisa diferente. Eu estou atrás de uma coisa mais revolucionária. Você sabe que é um cisne se debatendo até a morte. Isso. E é feito por uma bailarina nas pontas, toda de branco. Isso. A versão original é essa? Com certeza. Ok, então vamos ver. Bravo! Rapaz, você me emocionou, cara. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. E quem é o coreógrafo dessa... Bem, sou eu mesmo. João tá chorando. Você tá chorando? Ok. Nossa, não acredito nisso. Ok. Bon, c'est bien, hein? Moi, j'aime bien. Et là, vous voyez, c'est très moderne, c'est très jeune, c'est différent quand même. La comparaison aussi, elle est très bien parce que ça nous donne l'opportunité de faire parler les étudiants. Ils peuvent comparer. Et là, j'ai mis quelques questions qui peuvent vous aider à imaginer, à réfléchir à comment travailler ça en salle de classe. Mais je vais juste faire une observation. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser des matériaux en langue maternelle en salle de classe. Ce n'est pas du tout un problème. On est surtout dans une classe des langues et on peut utiliser la langue maternelle ou n'importe quelle langue en fait. Je peux utiliser en anglais, en allemand, en russe, en croate, peu importe. Je peux utiliser tout. Si après, je trouve la finalité didactique pour ça. Vous voyez? Ils ont eu un moment qu'ils ont entendu en vidéo en portugais.
Si vous ne parlez pas portugais, par exemple, vous pouvez quand même utiliser cette vidéo et montrer juste les moments de la danse, faire couper les parties où il parle, la présentation et tout. Je crois que certains d'entre vous ne parlent pas portugais, mais quand même, vous avez compris, j'imagine. Et après, faire ces moments de partage avec les étudiants. Par exemple, en demandant, vous connaissiez déjà cette présentation de danse ou ces présentations de danse? Laquelle, d'où, comment, dans quel moment vous avez aimé? Laquelle vous avez aimé le plus? Quel moment a été le plus beau ou le plus émotionnant? Qui sont les protagonistes des présentations? Et là, par exemple, chaque personne du couple va décrire une personne, va parler, ah, c'est une femme, elle porte une robe blanche avec de, je sais pas quoi. Là, c'est pareil pour l'autre vidéo. Vous voyez, c'est les moments de se faire exprimer, de parler. Peut-être c'est trop simple. Vous avez aimé? Oui. C'est tout ce qu'ils vont répondre. Mais c'est à nous, les profs, de faire. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez aimé? Exactement, décrivez-moi. C'est le moment de faire parler des choses simples en langue étrangère. Ça, j'ai déjà utilisé avec les enfants et avec les ados. Pour les enfants, c'était un peu plus dur. Au moment de parler de ce qu'ils ont aimé, la description, c'était trop détaillé pour eux. Ils n'ont pas vraiment réussi à le faire. Mais on a fait en portugais, c'était pas grave. Et après, on a passé à la description, par exemple, et ça a très, très bien marché parce qu'ils pensaient à la présentation de toute manière, mais en parlant en français. Une autre possibilité aussi, c'est faire les rapports entre les jeux et l'art plastique. Là, on a fait avec la danse, les langages corporels, l'intelligence kinesthésique et musicale. Maintenant, on fait avec l'art plastique. Aussi les langages, bon, en fait, c'est les langages plastiques, l'intelligence spatio-visuelle, l'intelligence linguistique, logico-mathématique. Il y a beaucoup de choses quand on parle de l'art plastique. Par exemple, je vous propose une chose, la première activité, c'est plutôt pour les adolescents, pour les plus grands, pour les adultes aussi. Mais ça marche avec les enfants s'ils ne sont pas trop petits. Hein. À partir de 7 ans, je crois que ça va déjà marcher. Il faut juste savoir choisir les œuvres. Par exemple, aujourd'hui, je vous demande d'observer ça. C'est une œuvre de Kurt Werner. Ça nous donne l'illusion et je trouve ça génial. Il y a aussi ça. J'ai choisi celle-là juste pour vous montrer que c'est à partir de notre choix des œuvres qu'on va directionner les cours. Ici, c'est plutôt plus adulte, tout, ok. Mais là, quand même, on peut travailler avec les adultes, mais les enfants, sûrement, ils vont aimer ça. Et ça. C'est en brésilien, Heitor dos Prazeres. Alors, à moi, je demanderai à mes étudiants, j'ai demandé à mes étudiants de choisir une œuvre et de parler sur elle, de décrire. Là, j'ai utilisé celle de Heitor dos Prazeres, avec les personnes qui dansent. J'ai utilisé quand j'ai parlé de couleurs. On avait déjà appris les vêtements avec les enfants. Hein. On avait déjà appris les vêtements, on avait déjà appris les parties du corps et les couleurs. Donc, c'était très facile à eux de décrire cette image. Ils portaient une robe rouge et des choses comme ça. Et ça a été aussi le moment d'apprendre de nouvelles choses. Par exemple, parapluie, ils ne savaient pas ces mots. C'était l'occasion de le faire apprendre. Et c'est pareil pour les autres illustrations. Hein. Vous pouvez choisir et donner à vos élèves celles qui vous intéressent selon ce que vous apprenez. Si vous êtes en train d'apprendre, je ne sais pas, le vocabulaire de l'alimentation,
vous prenez quelque chose qui représente les fruits, la nourriture de manière générale. Si vous parlez du passé composé de l'imparfait, un truc plutôt grammatical, vous pouvez montrer par exemple cette image-là et demander à eux de décrire cette scène et d'imaginer ce qui s'est passé avant et après quand les personnes ont vu ça. Et là, ils vont forcément utiliser le passé composé et l'imparfait. Ou sinon, vous pouvez utiliser pour parler du futur, en demandant d'imaginer qu'est-ce qu'ils ont dit à quelqu'un sur ça. Non, ça, c'était aussi le passé. Mais comment, pour donner des conseils, par exemple. Il faut des choses comme ça, donner des conseils, des ordres, c'est hyper bien. Alors, ce n'est pas trop difficile d'introduire les arts, principalement les arts plastiques, dans la routine des salles de classe, justement parce qu'il y a beaucoup d'options et on peut gérer selon les contenus qu'on travaille dans les moments. Il faut juste mettre sur Google, imaginer quelque chose, mettre sur Google les mots clés avec tableau ou avec musée ou art plastique, sculpture, peinture, je ne sais pas. Et vous allez y trouver, je suis sûre. Et là, bon, pour parler un peu plus, j'ai demandé aux élèves de choisir une œuvre d'art parmi celles présentées et d'imaginer aussi que vous êtes collectionneur et d'écrivez oralement l'objet d'art de votre choix et expliquez les raisons qui vous ont fait acheter cette œuvre en particulier. Alors, j'ai choisi d'acheter la Mona Lisa parce que c'était trop créatif, parce que c'était un jeu avec les ballons, c'était très bien. Vous voyez, c'est simple, ce n'est pas trop difficile à dire. Et ils auront un moment pour penser et après, ils pourront partager avec les copains. Ou bien sûr, vous pouvez encore imaginer, travailler la description, il y a beaucoup de choses. Inventer une histoire, tout ça c'est possible. Il y a aussi une autre possibilité pour travailler aussi avec les œuvres, qui on appelle commentaires étoilés. Ça, ce n'est pas mon idée, hein, j'ai trouvé sur Internet, mais malheureusement, je ne sais pas d'où. Ça fait vraiment longtemps, je ne trouve plus la source, donc désolée, mais c'est quand même une idée. Vous pouvez partager individuellement ou par équipe, en fait, la classe, et vous allez travailler les photocopies des œuvres. Vous allez distribuer les photocopies et chaque participant ou équipe reçoit cette photocopie et il faut produire un temps donné. Et là, vous allez bien penser, bien sûr, selon la fonction, les niveaux des élèves, les objectifs, qu'est-ce que vous voulez avec cette activité. Les maximums d'énoncés commentant l'image, puis les écrire sur une feuille. Alors, c'est un tableau, c'est une phrase. Il est beau, c'est une autre phrase. Il mélange la peinture et la sculpture. Là, c'est déjà un peu plus avancé, vous voyez. Ce sont des phrases simples, des énoncés pour parler de l'image. Et on va penser à ça selon les niveaux des étudiants. Les énoncés doivent obéir à une contrainte imposée que vous allez imposer. Et chaque énoncé pertinent et correct vaut un point que vous allez corriger en grand groupe. Et après, vous pouvez faire une compétition, donner des récompenses, des choses comme ça. Quand j'ai fait cette activité, j'ai distribué des photocopies comme ça. Il y avait l'image et aussi la petite description, détails techniques, titres, style, juste pour aider les étudiants à créer des phrases parce que pour moi, c'était les A1, les ados A1. Alors, ils avaient débutants en fait, c'était A1.1. Alors, ils n'avaient pas un grand niveau de français et c'est pour ça que j'ai donné déjà quelques pistes. Là, vous voyez, j'ai utilisé des œuvres, j'ai utilisé des photos de sculptures, j'ai utilisé de la photographie et beaucoup d'autres choses. J'ai juste mis un exemple. J'avais beaucoup de feuilles, beaucoup de diversité et ils ont choisi celle qui le plaisaient.
Ok, Livia, c'est super, c'est très bien, mais moi, je travaille avec les tout petits. Et pour moi, c'est trop difficile parce que ils n'ont pas la maturité, ils n'ont pas les niveaux pour faire ces activités-là. Ce n'est pas grave. Il faut juste penser qu'il faut oraliser. Il faut faire parler. N'importe comment. Je vais vous montrer quelques idées hyper simples. Mais avant, il faut juste voir la différence entre la mise en voix et la voix haute. La haute voix et la voix haute. Alors, la mise en voix, c'est une activité de communication vocale d'un texte écrit. Par exemple, là, on a une image avec des petits mots. C'est un texte qu'on peut mettre en voix. Alors, c'est un texte écrit qu'on va lire. Et la mise en voix, elle est toujours destinée à quelqu'un. On ne va pas faire la mise à voix à nous-mêmes. C'est plutôt une offre. On offre la mise à voix à quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il y a cette différence entre la voix haute et la haute voix. Parler à voix haute, c'est un travail d'appropriation destiné à soi-même. Moi, par exemple, quand je dois comprendre un texte que c'est trop complexe, je le lis à voix haute pour que je puisse réfléchir. Pour moi, ça me va très bien. Pour les apprenants de français, ils vont parler à voix haute pour mémoriser les sons, par exemple, pour entraîner la prononciation. Et il y a la haute voix, qui c'est un travail de socialisation. On parle en haute voix quand on parle à quelqu'un. C'est la mise en voix. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que je vous propose de regarder cette petite vidéo avec cette belle fille. Bon. Comment ça va sur la c'est trop bas. Ah, ça va bien. Et les petits chiens sont-ils prospères? Mon Dieu, oui, merci bien. Et les nuages, ça flotte. Et les volcans, ça mijote. Et les fleuves, ça s'écoule. Et le temps, ça se déroule. Et votre âme, elle est malade. Et le printemps est tout ouvert. Elle a mangé trop de salade. Bon, là, elle sait par cœur ces poèmes. Bien sûr, on voit que le français, c'est sa langue maternelle. C'est pour ça qu'elle a si bien parlé. Mais on peut faire pareil avec les étudiants parce que, comme vous allez voir, les poèmes est si simple. Comment ça va sur la terre? Ça va bien. Et les petits chiens, sont-ils prospères? Mon Dieu, oui, merci bien. Et les nuages, ça flotte. Et les volcans, ça mijote. Et les fleuves, ça s'écoule, etc. Là, on peut travailler de différentes manières. On peut commencer par une compréhension écrite, par exemple, en demandant aux étudiants de dessiner qu'est-ce qu'ils ont compris de cette phrase. Alors, ils peut-être dessineront des volcans, des nuages, des fleuves, des chiens, des choses comme ça. Et après, on peut partir à une compréhension plus détaillée selon le niveau de nos étudiants. J'ai déjà fait ça avec les adultes aussi, ça a très bien marché. Et après, on peut demander de parler, de faire parler. On peut faire une petite compétition. Sinon, si ça ne va pas très bien dans votre groupe, on peut essayer de faire un travail en équipe. Chacun va s'exprimer, va lire à haute voix une phrase et comme ça, on va composer les poèmes et comme ça, on va oraliser. Et pourquoi c'est important oraliser? Parce qu'avant de réussir à produire, il faut répéter pour être plus fier, pour être à l'aise avec la langue et pouvoir créer des phrases soi-même. C'est pour ça que ces genres d'activités sont importantes. Il y a aussi une autre possibilité. Ça, j'aimerais bien faire en présentiel avec vous. Peut-être un jour, vous aurez l'opportunité. C'est un jeu que j'ai appris avec Hélène Ventier à Besançon, au CLA. C'était une formation d'enseignement aux petits, aux enfants. Et là, elle a proposé cette activité de couleurs de l'arc-en-ciel, justement pour enseigner les couleurs. Il y avait quelques parties, c'est partagé en parties.
Alors, la première chose, c'est l'introduction du lexique. On va parler les couleurs que vous avez choisies. Elle et moi, j'ai travaillé pareil. J'ai adapté quelque chose. Donc là, je vous mets déjà ma version de cette activité. Okay? C'est inspiré à l'activité de Ventier. Et j'ai travaillé le violet, le jaune, le vert, l'orange, le bleu, les rouges. Ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Et j'avais de petites fiches colorées comme ça. Et j'ai distribué aux étudiants. J'ai juste distribué aux étudiants sans rien parler. Et bien sûr qu'il y avait d'entre eux des couleurs qui s'y répétaient parce que c'était un groupe de 20, je ne sais pas combien, et il y avait 6 couleurs. Alors, ça s'est répété. Et moi, j'ai juste donné la petite carte sans rien parler. Et après, j'ai commencé à dire comme ça. Les bleus, où est les bleus? Vous pensez que vous avez la fiche bleue? Qui croit qu'il y a la fiche bleue? Quelquefois, il y avait des personnes qui disaient quelque chose qui n'était pas correct et je disais non, ça, ce n'est pas les bleus. Qu'est-ce que c'est les bleus? Avec qui est les bleus? Et comme ça a marché. Bien sûr qu'il faut commencer avec les couleurs qui sont plus transparentes pour vous. Ici, moi, par exemple, j'ai commencé avec les verts. Après, j'ai passé à l'orange, c'était plus transparent. Et après, pour les bleus, les jaunes, ils ont bien compris. Selon, je demandais, ils me montraient les fiches et je les prenais. Après, je les ai affichées sur les tableaux et j'ai pointé et je faisais un geste pour chaque couleur. Par exemple, les verts, les jaunes, les rouges. Je faisais des gestes différents pour chaque couleur. J'ai tout collé sur les tableaux et je parlais et je faisais les gestes. Après, je les demandais de répéter avec les gestes aussi. Alors, c'est quoi cette couleur? Quelle est la couleur? C'est le moment aussi de faire des questions, d'introduire par exemple le pronom interrogatif. Et là, il parlait et il faisait les gestes. Après quelques répétitions, j'ai commencé à enlever les fiches, mais j'ai pointé les locales. Et quand même, ils réussissaient à dire la couleur qui était là-bas parce qu'ils avaient déjà mémorisé. Après, j'ai passé au jeu du plus rapide. J'ai recollé sur les tableaux. Ils se sont partagés en équipes, en 3 équipes, parce que c'était un bon nombre d'étudiants. J'ai partagé en 3 équipes. Et celui qui était dans la tête de la queue, au moment que j'ai parlé la couleur, il devait courir et taper la couleur correcte. Par exemple, quelle est la couleur verte? Et tout le monde devait courir. Le premier à taper la couleur correcte marquait un point. Et à la fin, on a fait la somme. C'est un moment aussi de penser à la devinette sensorielle. Ça, c'est super bien. C'est exactement ce qu'Hélène a fait. Et j'ai trop aimé parce que ça marche hyper bien. J'ai pris des objets différents avec des formats et couleurs différents. Par exemple, les violets, l'orange. Et comme ça, j'avais toutes les couleurs pour un format différent. J'ai mis sur la table, j'ai rien parlé, j'ai juste mis sur la table. J'ai demandé à un étudiant de se lever, d'observer la table. Il s'est assis, je l'ai bandé, alors j'ai couvert les yeux et petit à petit, je prenais un objet et avec sa main, il sentait le format de l'objet et il devait me dire la couleur. Vous voyez, ce n'est pas pour dire les noms de l'objet. Ce n'est pas les genres de vocabulaire que je veux en ce moment. Donc, ce n'est pas du tout complexe. Je ne veux pas qu'il sache dire stylo. Il doit juste savoir dire orange. Et comme ça,
on donne l'opportunité à tout le monde d'apprendre de manière différente. Pour ceux qui sont kinesthésiques, ils vont pouvoir courir et toucher. Pour ceux qui sont linguistiques, ils auront les moments de parler, d'entendre. Pour ceux qui sont plutôt visuo-spatiels, ils auront cette opportunité de la devinette sensorielle. Ça, c'est une activité complète pour travailler une seule chose qu'Hélène a très bien pensée et qu'on peut utiliser toutes les intelligences dans une seule activité. Donc, on va contempler tous les étudiants qui apprennent de manière différente avec une seule activité. On va utiliser une classe, sinon 30 minutes d'une classe ou encore moins selon le nombre d'élèves qu'on a. Ici, ça aussi, c'est une activité que j'ai fait. J'ai demandé pareil à mes étudiants de choisir un mot qu'ils regardaient, qu'ils comprenaient. Peut-être qu'ils ne comprenaient pas les significations, mais ils pouvaient dire « eau »,« galerie »,« pourcentage ». Et ils devaient présenter à quelqu'un, présenter à la classe. Alors, chacun a choisi un mot et il a fait avec un geste. Alors, il disait « galerie », il disait « eau », peu importe les gestes qu'on va faire. Et à la fin, on s'est partagé par équipe et on a essayé de retrouver les mots dans cette image juste avec les gestes. Alors, quelqu'un faisait comme ça et on devait deviner, on devait penser, réfléchir à ce que c'était et penser à galerie. Et comme ça, c'est un travail associatif. C'est très bien pour travailler n'importe quel vocabulaire que vous êtes en train d'enseigner, même les verbes, par exemple. On peut faire ça, de relationner les gestes avec chaque personne du verbe et comme ça, on aura à la fin la mémorisation complète. Et pour finir, je vous montre une activité que j'ai faite avec mes tout petits. C'était une activité des pâtes à sel. Alors, j'ai créé avec les enfants de 3 ans. Ils avaient 3 à 5 ans. Ils ne savaient pas lire ni écrire. On a fait des recettes de pâtes à sel, mais au lieu de faire par écrit, par exemple, 1 verre d'eau, 3 verres de farine, j'ai fait ça en photo. J'ai mis la photo d'un verre, une flèche, une poêle, un bol comme ça, et de la farine. Alors, ils savaient que c'était 1 verre de farine, 3 verres d'eau. Comme ça, on a fait la recette et après, on a utilisé pour modeler et faire des petits animaux. On travaillait les animaux à ces moments-là, c'était avec les vraiment tout petits, mais j'ai déjà fait pour travailler les vocabulaires des aliments, par exemple, ou encore comme vous voulez, comme votre imagination vous permet. Et c'est ça. Après, je vais partager les diaporamas avec vous et vous pourrez voir à la fin que j'ai mis quelques activités qu'on peut faire avec les étudiants pour développer chaque intelligence. Ok, j'ai fait une classification et j'ai mis là, pour les intelligences kinesthésiques, ces activités, pour les linguistiques, ces activités. C'est tout, j'ai beaucoup parlé, désolée. Merci beaucoup, Olivia. C'était vraiment très intéressant. Je pense que vous avez donné beaucoup de conseils, beaucoup d'idées. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai trouvé ça très intéressant me concernant. Il y a Valdemar sur le chat qui a fait une petite remarque concernant la vidéo, je crois. Hein, Valdemar, peut-être tu peux activer ton micro pour commenter ton commentaire. Mais je crois que ça concernait la vidéo de danse que Lydia nous a fait. Il écrit « Je l'ai déjà utilisé cette vidéo dans une classe. L'objectif était linguistique tout d'abord, mais bien sûr que ça nous a fait discuter bien au-delà de la simple réaction à cette vidéo. » Voilà. On ne sait jamais ce que nos étudiants vont nous emporter quand on montre un genre de choses comme ça. Hein. Mais je vous assure que c'est beaucoup plus intéressant que vous avez prévu. Ça sera hyper bien. Oui, c'est vrai, comme vous disiez, on peut travailler aussi des vidéos avec la langue maternelle pour travailler ensuite le français ou d'autres langues. Raissa
propose sur le chat d'ailleurs une activité pour travailler la peinture. Donc, et le passé composé imparfait, hein, c'est ça, Raïssa? Pour travailler les deux temps, l'utilisation. Inspirée par Livia. Et cette présentation, j'ai trouvé super, vraiment. Merci beaucoup. Alors, je viens de publier sur IFProf une activité pour travailler l'alternance passé composé à partir des peintures célèbres. Et c'est juste ça. Donc, je vous partage le lien. C'est très intéressant. Merci, Raïssa. Merci, Raïssa, pour le partage. Je crois qu'il n'y a pas eu d'autres commentaires et de réactions sur le chat pour le moment. Donc, pour celles et ceux qui sont encore là parmi nous, n'hésitez pas à activer votre micro, à poser une question à Livia, à faire un commentaire si vous voulez rebondir sur un exercice qu'elle a présenté, sur une bonne pratique. N'hésitez pas à nous en faire part également ou à commenter sur le chat un moment de la présentation de Livia. Voilà. Je crois que vous avez la permission. Je vais quand même vérifier. Livia, pardon, je vous ai peut-être coupé. Non, j'allais juste dire que j'ai mis ici, je vais mettre sur le chat mon mail. Comme ça, si vous voulez parler, demander, faire des questions, n'hésitez pas à me contacter. OK? Je voudrais savoir une chose. Est-ce que je peux demander? Oui, bien sûr. Renata, qui parle? allez-y. Bonsoir. Ah, Renata, OK. Bonjour. Comment est-ce que tu as découvert ces vidéos? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez vu ces vidéos? D'accord? Vous avez compris, c'est ça? Oui. En fait... Quel processus? Pourquoi? Oui. J'étais dans un moment que je travaillais les comparatifs avec mes adolescents. On utilisait la méthode Pixel à ces moments-là. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais moi, je ne l'aime pas du tout. Mais c'était imposé quand même, donc je l'utilisais. Et les exercices des comparaisons, ils étaient nuls. Donc, j'ai commencé à imaginer des choses à moi qui pourraient intéresser à mes étudiants. Et ces groupes-là, spécifiquement, ils aimaient la danse. Si je sortais de la classe pour 5 minutes pour aller aux toilettes, je ne sais pas, pour prendre un verre d'eau, ils mettaient de la musique, ils commençaient à danser. On a même fait des présentations. À cette époque-là, je travaillais à l'Alliance française. Je les ai proposé de faire une présentation de danse et ils ont fait dans un festival qu'on a fait. Donc, ils étaient très corporels, ils aimaient chanter, danser. Et là, j'ai dit, comment je peux faire pour les faire comparer les choses en motivant? Et là, j'ai pensé à la danse. Et j'ai commencé à mettre sur Google. Je ne me rappelle même pas qu'est-ce que j'ai mis comme mot-clé pour trouver ça. Mais je suis tombée sur cette vidéo de John Lennon. Et là, j'ai pensé, OK, alors je vais prendre les ballets aussi. Et comme ça va donner une bonne comparaison. C'était au hasard que j'ai trouvé la vidéo de John Lennon. Merci Renata pour la question. Vous vouliez peut-être commenter, Renata, la réponse de Livia? Je vous ai coupé la parole, je crois. Non? Non, c'est ça. Renata, merci bien. Très bien. C'est bon. Donc, merci à Renata et Livia pour cette précision. C'est vrai que je pense que les idées de cours viennent aussi au fur et à mesure en fonction du public que l'on a, hein, et bien sûr des affinités en fonction de certaines disciplines. Voilà. Il y a Valdemar qui nous avait quitté. Il y a eu un problème, je pense, de connexion. Il vient de nous rejoindre. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas répondu à mon commentaire tout à l'heure. Je crois qu'il n'y a pas d'autres commentaires sur le chat. Je vois tout juste que Ingrid vient de partager sur le chat le mot mystère à indiquer sur l'enquête de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à regarder le chat. Je crois, si vous n'avez pas d'autres commentaires ou questions, on va peut-être se quitter pour aujourd'hui. Donc, merci encore Livia pour cette présentation, pour ces partages. C'est très intéressant et en plus, on aura l'occasion,
je crois, d'avoir accès à toutes ces ressources-là avec votre PowerPoint et il y aura peut-être encore plus d'exercices, donc ça sera super pour étayer un peu nos connaissances. Juste avant que l'on se quitte, je tiens à vous rappeler que la semaine prochaine, nous avons notre dernier rendez-vous de la COP éducative Brésil qui s'inscrit dans le festival, mais au festival Zinho que j'évoquais au début, donc le festival de littérature jeunesse, et ce sera Bernard Dufeu qui nous parlera de vivre la langue étrangère à travers une pédagogie de la relation. Donc n'hésitez pas à aller sur IF Prof Brésil où vous pourrez trouver un petit résumé du webinaire de la semaine prochaine et à vous y inscrire. Merci encore Livia pour votre présentation très intéressante et à très bientôt à toutes et tous et rendez-vous sur IF Prof Brésil. Bonne fin de journée. Livia. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.